Ah oui. Ok, bienvenue à cette conférence qui va tracer la monnaie libre dans un portrait très global. Parce que ici, l'intérêt de cette conférence, c'est qu'on ne va pas rentrer dans le détail de la TRM, de comment ça marche, de tout ça, parce qu'en plus, on est dans un événement où il y a plein de choses qui expliquent tout ça bien en détail. Donc ici, on va plutôt tracer un portrait d'ensemble de la monnaie libre. Donc c'est fait pour les gens qui découvrent, qui n'ont pas forcément encore compris vraiment comment ça marche, parce que le sujet est complexe hein, pour tout le monde. Moi, je connais personne qui est rentré dedans en disant tout de suite « Ah ouais, c'est évident, c'est danger ». On est tous passés par une phase un peu de « Ouh là là, c'est compliqué ». Donc c'est fait pour ce public-là, et aussi pour les gens qui sont déjà dedans, mais qui auraient besoin ou envie de se rafraîchir la mémoire, ou de juste entendre une autre façon de présenter, puisqu'on est, selon qui présente, c'est jamais pareil, donc c'est ça qui est riche aussi. Voilà, j'ai ça. Donc on va d'abord faire un préambule sur la monnaie en général, son importance dans la société, puis ensuite la forme de monnaie qui domine le monde actuellement, donc la monnaie dette, donc on connaît sous les noms euro, dollar, livre sterling, etc. On va voir comment c'est créé, quelles conséquences ça peut avoir dans notre société, puis on va petit à petit se tourner vers l'éventualité d'avoir un autre système monétaire, donc celui de la monnaie libre, qui existe aujourd'hui avec son unique expression, son unique devise, la June, qu'on expérimente ici sous grande forme. On va voir quelques grands principes théoriques et puis une utilisation pratique. On va aussi visiter les différents sites sur lesquels on peut acheter des choses en monnaie libre. Et puis quelques perspectives de ce que moi ça m'inspire en tout cas comme projet. Et puis je passerai en revue toutes les ressources qui m'ont aidé, tous les sites, les livres, les articles, etc. qui m'ont aidé à comprendre le sujet et à être capable d'en parler aujourd'hui. Et toutes ces ressources, elles seront disponibles, ce diapo, si vous le souhaitez, en fin de conférence. Vous pouvez venir me voir et vous me transmettez votre mail et moi je vous passe le diapo, comme ça vous avez tout pour faire vos propres recherches par la suite. Ah mais non, j'ai trop le réflexe de... Ok, donc revenons au fondement. Donc, l'être humain est un être qui vit en société. Si on vit tout seul, à part quelques rares ermites, on ne peut pas survivre, on a besoin d'être ensemble. Donc on fait société, et ce qui caractérise une société avant toute chose, ce sont les échanges. Donc des échanges de tout type, hein, de toute nature. Ne serait-ce que là, on parle, voilà, c'est déjà un échange. Mais on s'échange aussi des choses entre nous. On s'échange des choses à manger, on s'échange des services, plein de choses. Et au tout début, on a un peu ce mythe du troc qui circule. On disait que avant il y avait du troc partout et que ça marchait. Bon, c'est vrai en partie, mais le troc fonctionne encore aujourd'hui. Hein. Qui n'a jamais échangé un bac de légumes contre un massage, on peut le faire en tout temps, ça, même dans le futur. Mais au bout d'un moment, les sociétés se sont complexifiées et ont grandi. Et la confiance que permettait le troc en petits groupes ne pouvait plus marcher à partir du moment où je ne connais plus tout le monde dans le village. Donc là, il a fallu trouver une solution, il a fallu trouver un outil qui soit facilement transportable, facilement quantifiable et qui soit présent en abondance, qui puisse être une sorte d'équivalent à tout et n'importe quoi, qui fasse une échelle de valeur de toute chose. De cette manière, tout le monde était d'accord là-dessus et je pouvais tout à fait aller échanger quelque chose avec quelqu'un que je ne connais pas et qui va me passer cette monnaie. Voilà, on invente la monnaie à ce moment-là. Il va me transmettre de la monnaie en échange à hauteur de la valeur. Et moi, je sais qu'avec ça, je peux aller acheter autre chose à quelqu'un que je ne connais pas et ça va marcher. On a passé la confiance à un autre niveau. Et donc la monnaie était une invention ultra fondamentale puisque c'est elle qui permet aujourd'hui de faire des échanges et de fabriquer des choses complexes, comme fabriquer un avion ou un saxophone. Aujourd'hui, à l'échelle que de gens qui se connaissent très bien, on ne peut pas faire ça. Ça demande trop de compétences, trop de matériaux. Donc la monnaie est nécessaire pour ce genre d'avancée. Et un principe fondamental en tout cas, c'est qu'elle est faite pour être en circulation. Si elle dort sur des comptes, elle ne sert à rien. C'est un peu comme de l'eau, elle croupit au bout d'un moment. Moi je la symbolise un peu comme l'huile dans les rouages du moteur de la société. Alors rentrons un peu dans la monnaie qu'on connaît tous, qu'on utilise au quotidien, sauf à la bousille, l'euro.
Donc là, je vous ai mis le graphique de la création monétaire de l'euro, donc c'est-à-dire des euros qui sortent du chapeau, hein, on parle de ça. Et on parle du nombre d'euros total qui circulent en ce moment dans la zone euro, de 2000 à 2024. Donc on voit qu'entre le début et la fin, eh ben, il y a une différence de 11 300 milliards d'euros. Donc bon, c'est un chiffre très abstrait, on ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. Donc je me suis amusé un peu. Si on prend ce chiffre en pièces de 1 euro et qu'on les empile les unes sur les autres, ça rentre dans ce volume-là. Voilà. Donc ça, c'est 11 300 milliards. Donc imaginez, il y a tout ça qui est apparu dans l'économie euro. Donc la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est d'où ça vient tout ça. Est-ce qu'il y aurait un astéroïde d'or qui a atterri sur la Terre, et que juste on n'a pas entendu parler, qui aurait transformé tout ça en euros? Est-ce qu'il y a eu une trouvaille incroyable qui a généré de l'euro? On se dit, mince, ça vient d'où alors, tous ces euros? Parce qu'on a un peu la croyance dans notre société que les euros sont en circuit fermé et que ça ne sort jamais du circuit et donc il n'y en a jamais d'autres qui rentrent. Et ça, on le voit avec les prêts de la banque. Pour ça, je vais faire une petite transformation. Je vais passer, je ne suis plus responsable prog maintenant, je vais être banquier. Hop, voilà. Eh bien, bonjour messieurs, dames, bienvenue dans ma banque. Si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute plein de projets à vouloir réaliser. Donc je suis là pour vous écouter. Qu'est-ce que vous avez à réaliser? Je sais pas, des industries, des maisons. Allez-y, je vous écoute. Je vais m'acheter une voiture. Ah, une voiture, d'accord. Alors on va regarder votre profil. Ah oui, en ce moment, c'est pas terrible, hein, l'épargne. J'ai vu du découvert il y a 3 mois. Non, écoutez, non, je pense que c'est pas le bon moment pour vous. Hein, Ah bah oui, peut-être comment je fais pour me déplacer. Ah bah ça, c'est pas mon problème. Vous savez, avec tout ce qu'on entend sur l'écologie, il serait peut-être temps d'acheter un vélo. Hein. Moi, je travaille à 30 km. Ah bah je suis désolé pour vous, mais ce ne sont pas mes affaires quelque part, donc j'ai qu'à vous dire au revoir et essayer de votre chance dans une autre banque. Peut-être qu'une autre banque vous dira oui. Allez, client suivant. Oui. On a acheté une maison. Une maison? En ce moment, les tendances de l'immobilier sont vraiment pas terribles. Hein. Je pense que, en plus, dans une zone où le PLU ne favorise pas des nouvelles maisons. Enfin voilà. En tout cas, moi, je ne me sens pas de vous faire confiance pour cet achat-là, donc désolé. Quelqu'un a un projet rentable? Allez, en ce moment, il y a des produits qui marchent très bien, quoi. Les éoliennes, les vaccins. J'aime des choses comme ça. Là. Personne ne veut construire une usine là, parmi vous. J'ai besoin d'un projet solide. Les pesticides. Ah, pesticides, tiens, ouais, c'est bien. Pourquoi vous êtes entrepreneur? Vous appartenez à un grand groupe? Groupe agroalimentaire. Ah oui, très bien, super, je vais vous rechercher, tac. Ah oui, c'est pas mal, les ventes sont en hausse, c'est rentable, ouais, ça m'a l'air bien comme projet. Écoutez, marché conclu, je vais vous faire confiance. Donc là, avec tout ça, on capte que c'est le banquier qui décide à qui a le droit d'avoir un prêt. C'est quand même énorme. Et donc, on va dire qu'on va se mettre d'accord sur un montant que je vais lui prêter. Donc là, on est toujours avec ce mot-là. On va dire 100 000 euros. Voilà, pour commencer un début de projet. Et donc, on dit prêter, mais en vérité, c'est là toute la subtilité. La banque, elle prête rien. Elle va créer de l'argent à partir de nulle part, à partir de rien, à partir d'un chapeau magique. Donc c'est très simple, j'ai qu'à le secouer un peu en demandant le montant que je veux. Donc je veux 100 000 euros. Et comme par magie, j'ai un billet de 100 000 qui sort. Magique. Il n'y a pas d'argent magique, comme disait l'autre. En fait, très simplement, dans la vraie vie, c'est que juste j'ai pris un tableur Excel avec le compte de mon client, j'ai tapé plus 100 000 et voilà, l'affaire est expédiée. C'est juste un contrat qui nous met d'accord, c'est un jeu en fait. On imagine qu'il y a 100 000 euros, donc après ça devient concret dans des échanges, mais ça part de quelque chose qui n'existe pas quoi, à la base. Donc bon voilà, je vais lui passer mon billet, il va pouvoir... Merci monsieur. Avec plaisir, construisez bien, je crois en vous. Mais quand même, je ne vous fais pas confiance à ce point-là. Moi, j'ai besoin d'une garantie qui me permet d'être sûr que vous me rembourserez bien, parce qu'on s'est mis d'accord, on a eu un échéancier là, pour 5 ans. Mais donc, j'ai fait signer ceci en retour, reconnaissance de dette.
Comme ça m'assure qu'il va bien respecter le contrat et que s'il ne le respecte pas, j'ai droit de saisie sur sa maison, ses biens, son usine, sa voiture. Voilà. Donc je vais le signer, je vais le garder précieusement dans la banque. Ensuite, je te donne ça. On va se mettre d'accord. Ah mais alors, j'ai loupé cette étape. Donc, le compte de mon client, il passe de 0 à 100 000 avec ce prêt fictif, complètement fictif. Et donc, une année va passer, mon client va venir me voir. Bonjour, alors ça se passe bien les, Très bien, constructions, ouais. ça marche bien, bon business. Ah super, ouais, c'est cool. J'espère tout, que... tout est mort dans les champs, c'est génial, il y a des grosses crevasses, mais c'est pas grave, des grosses inondations. Mais... Ah mais c'est bien, ça, on mettra de l'engrais, c'est pas grave. Allez, est-ce que vous avez l'argent? Ah, il n'y a pas tout. Ah non, juste 20 000, Ouais. ouais, on va respecter le contrat. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Vu que c'était parti de monnaie imaginaire qui n'existe pas, je vais juste le faire disparaître. Donc c'est-à-dire, je vais juste effacer 20 000 euros de son compte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. Une deuxième année va passer, donc même histoire, hein, bonjour, tout va toujours bien, je vois que vous avez le sourire, vous avez un nouveau costard d'ailleurs, c'est cool. Il n'y a plus d'abeilles, mais c'est bien, ça marche bien. Oui, c'est bonne parfait. production de céréales. Eh bien merci, Tenez, monsieur. merci, bonne année, hein, bonne suite. Hop, ça disparaît, il reste 60 000. Les années vont passer au fur et à mesure, et donc chaque année il va se passer la même chose, 20 000, hop, qui deviennent ça. Quatrième année, encore 20 000, les affaires marchent toujours. Je suis plutôt content, j'ai fait confiance à un client de qualité. Peu importe son projet, ça ne me regarde pas trop, moi c'est plus le fait que ce soit rentable qui marche. Hop, et donc au bout de 5 ans, nous sommes revenus à 0. Donc là on pourrait se dire, marché conclu, merci, au revoir. On est revenu au point de départ. Sauf que moi, en lui prêtant 100 000 euros qui n'existaient pas d'abord, j'ai pris un gros risque quand même. Imaginez s'il ne me les avait pas rendus, même si j'avais pas eu droit de saisie, tout ça, ça aurait été chaud. Donc je vais demander une somme qui compense un peu ce risque. Ça s'appelle l'intérêt. C'est un peu l'équivalent de mon salaire. Et donc, je passe en secret, personne ne l'a vu. Il va revenir me voir une autre fois. En fait, c'est au début que ça se passe l'intérêt. Voilà. Mais là, dans mon exemple, c'est plus simple comme ça. Donc voilà, il va me passer l'équivalent. Donc là, c'était 10% sur le total, on va dire. Ce qui là aussi est très minime par rapport à un gros achat habituel. Donc 10 000 euros. Sauf que ceux-ci, je vais les garder, je ne vais pas les détruire. Ça, c'est vraiment de l'argent concret pour moi. Ça rentre dans mes caisses. Donc je vais faire plus 10 000 sur le compte de la banque. Et donc voilà, là on se trouve dans une situation où j'ai gagné 10 000 euros alors que j'avais 0 dans mes poches avant, pour faire simple, dans cet exemple. Donc là on se dit, tiens, un truc bizarre quoi. Je vous la refais à l'écrit. Là. Donc quand on signe un prêt à la banque, en réalité, le prêt n'est pas le fait de prêter, c'est plus un crédit. Donc ça veut dire qu'on fait sortir de la monnaie de nulle part, on la fait apparaître contre une reconnaissance de dette que le client signe. Donc en un clic, la banque ajoute par exemple plus 300 000 euros sur votre compte à partir de rien. Et pendant ce temps-là, vous devez travailler dur pour rembourser cette monnaie petit à petit sur 30 ans. Voilà, petit calcul simple, 25 ans pour rembourser les 300 000 hors intérêt, à raison de 1 000 euros par mois, c'est déjà énorme. Et plus les intérêts, voilà. Donc rendez-vous compte un peu de, je veux le dire, un peu l'arnaque dans laquelle nous sommes à ce niveau-là, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et donc je disais que ça fait apparaître la monnaie à partir de rien. C'est pas tout à fait vrai. La loi exige que la banque ait quand même une petite réserve de monnaie pour qu'elle puisse se permettre d'en faire apparaître plein d'autres. Mais cette réserve, elle est à 2 à 3%, donc c'est que dalle, quoi. C'est comme si j'avais 3 000 euros, je pourrais créer à partir de rien 100 000. Donc voilà comment la monnaie euro est créée aujourd'hui. Donc là, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et donc regardons un peu les conséquences de ça. Si la banque est le seul organisme à pouvoir créer de la monnaie aujourd'hui, monnaie dont on a tous besoin, rappelez-vous, pour concrétiser n'importe quel projet aujourd'hui, c'est difficile de faire sans. C'est possible, mais c'est vraiment dur. Et quand je dis banque privée. Les banques d'État aujourd'hui n'ont plus vraiment ce rôle. Elles ne peuvent plus émettre de la monnaie. C'est vraiment les banques privées qui gèrent tout. Imaginez, c'est comme si ces banques avaient un gros robinet de création de monnaie. Et donc, pour avoir de la monnaie, on est obligé d'aller voir ces banques-là.
Donc finalement, comme j'ai fait tout à l'heure là dans le petit jeu de théâtre, bah, j'ai choisi vraiment à qui je donnais. Donc finalement, la banque, elle agit un peu comme un bulletin de vote, savoir qui a le droit de concrétiser son projet et qui ne peut pas pour X ou Y raison. Et donc au final, bah, seuls les projets en accord avec les valeurs de la banque peuvent se construire et voir le jour. Et on arrive à notre monde d'aujourd'hui, qui est ce qu'il est. Hein. On nous fait croire que c'est l'apogée du progrès, et c'est vrai que sur certaines choses, je dis pas. Hein. Il y a certains aspects qui sont très bien, mais pour moi, c'est loin d'être l'apogée d'un progrès linéaire, quoi. C'est une vision, c'est un système possible, mais parmi plein d'autres. Imaginez par exemple si en France, tous les projets d'éco-village, tout ça, si tout ça pouvait être construit sans trop de barrières, je pense que le monde serait déjà bien différent que ce qui peut être aujourd'hui, où c'est tellement galère de construire quelque chose qui ne soit pas rentable, tout simplement. Voilà. Et une dernière petite chose avant qu'on passe vraiment à l'aspect monnaie libre. J'ai dit en introduction que la monnaie, c'est une sorte d'équivalent qui permet de mesurer la valeur de tout et n'importe quoi. Et donc mesure, ça veut dire que ça doit reposer sur quelque chose de fiable, quoi. Si je veux être sûr de mesurer la même chose à chaque fois, n'importe où je me trouve dans l'espace ou dans le temps, j'ai besoin d'être sûr que ma mesure est correcte. Et ben, il y a différentes grandeurs physiques pour lesquelles on a des étalons de mesure comme ça qui fonctionnent. Pour la seconde, par exemple, mesurer une seconde, aujourd'hui, l'invariant qui permet qu'on ne se trompe jamais, c'est les oscillations d'un atome de césium. C'est un petit clin d'œil à césium aussi. Voilà, cette valeur-là, qu'on soit en 2025 ou en 2500, ce sera toujours la même, il ne va pas changer sa valeur. Et pareil, qu'on soit ici en France ou en Antarctique, ce sera toujours pareil. Donc on peut être certain que la valeur d'une seconde, elle est fiable. Pareil pour le mètre. Un mètre, c'est un tour de la planète Terre divisé par 40 millions. Donc ça, c'est pareil, n'importe où on se trouve, en Afrique, en Asie ou en Europe, ce sera toujours la même valeur. Et peu importe si on se trouve il y a 200 ans ou maintenant, eh ben, ce sera toujours aussi la même valeur. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, en termes de mesure économique, si on se tourne vers 1 euro, ben, on remarque qu'il n'y a pas trop ça, puisque si je vais en Suisse ou au Mali, ben, 1 euro n'a pas du tout la même valeur. Et de la même manière, si je suis né dans les 30 Glorieuses, ben, je n'ai pas le même pouvoir d'achat avec mes euros que... enfin, il n'y avait pas d'euros à l'époque, mais on se comprend. On n'a pas la même valeur que maintenant, là, dans ces années-là, 2025, où les jeunes ne peuvent plus faire de crédit parce que c'est juste pas possible, quoi. Il n'y a plus d'accès à la monnaie. On est juste victime du temps qui passe. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Si on fait une comparaison avec le mètre, c'est comme si en 1970, ah ouais, un mètre, ça va de la poutre à l'autre, là. Voilà, ça fait ça, un mètre. Mais que dans 50 ans, bah, un mètre, ça fera plus que la largeur de la chaise, là. Et puis si je vais aux États-Unis, un mètre, ça fait cette longueur-là. Voilà, ça n'a aucun sens, quoi. On ne peut pas se reposer sur quelque chose de... On a besoin d'un socle fiable pour mesurer les échanges. Donc là, voilà, on se pose vraiment la question avec tout ça, est-ce que l'euro, c'est vraiment le système le plus juste qui existe pour mesurer les échanges économiques? Est-ce qu'il n'y aura pas une meilleure solution? Ben, la réponse, on la connaît. Puisque un ingénieur mathématicien français, Stéphane Laborde, s'est posé les mêmes questions que nous, il a fait les mêmes constats, et il en est arrivé, donc lui il a vraiment bossé le sujet en répondant, il a formulé la question précise à laquelle il allait répondre, qui est ici: comment rendre tout individu, quel que soit l'endroit et l'époque où il naît, égal à tous les autres devant la création monétaire. Donc là, on ne va pas forcément parler d'égalité dans l'économie, hein. C'est pas ça qu'on vise, c'est juste une égalité devant le fait de pouvoir créer de la monnaie. Donc lui, il a répondu à ça. Je précise qu'il est ingénieur et pas économiste parce que les approches ne sont pas les mêmes. L'économiste va plutôt analyser des situations telles qu'elles sont maintenant ou prédire dans le futur éventuellement. Alors que l'ingénieur, il va répondre de manière concrète à des problématiques en trouvant des solutions applicables. Donc lui, il a bien planché sur le sujet et il a trouvé une solution. Il a trouvé une solution à base de mathématiques qui se traduit dans cet ouvrage qui s'appelle La théorie relative de la monnaie. Ça s'appelle aussi TRM, pour abréger. Elle est disponible librement en ligne ou alors en physique, je l'ai déjà vu en papier.
Et donc, sa solution, elle a beaucoup tourné dans plein de mains différentes et ça a suscité pas mal de passion, à tel point que 7 ans plus tard, parce que c'est en 2010 qu'elle est sortie la TRM, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc 7 ans plus tard, il y a un collectif de gens, juste des passionnés, des informaticiens, tout ça, qui se sont dit ton truc ça a l'air génial, on va le lancer en vrai pour voir. Donc ils ont créé les infrastructures et les logiciels nécessaires à ce que ça puisse se lancer. Et ça s'est produit en mars 2017. Donc cette monnaie-là, on la connaît, c'est la June, qui s'écrit J avec la brève et le petit 1 comme ça, qui se féminise puisqu'on parle d'une monnaie. Et puis donc ça a été lancé en France par 59 personnes, mais aujourd'hui ça a bien grandi et donc il y a 43 000 comptes à ce jour à peu près. Il y a un site où on peut voir ça. Et à peu près 8 000 membres, ça a un petit peu baissé, ça aussi parfois selon l'époque, selon divers paramètres. Il y a plus ou moins de gens qui rentrent dans le mécanisme de création de monnaie. Mais c'est globalement 8 000 où on est aujourd'hui. Et puis il y a des milliers d'échanges qui se produisent de plus en plus. On va voir de quelle nature ils sont un peu plus tard. Alors donc rentrons un peu plus en profondeur sur la manière dont cette monnaie est créée. On va prendre comme zone économique, on a tendance à souvent, par exemple la zone euro, c'est l'ensemble des pays qui l'utilisent. Ici, en termes de zone économique, on va prendre juste des êtres humains, l'ensemble d'êtres humains vivants. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais je le précise quand même, des êtres humains vivants. Et donc chaque jour, au lieu que ce soit un seul d'entre eux qui décide, qui a un gros robinet et qui le tourne ou l'arrête quand il veut, et c'est tous qui vont créer la même part de monnaie sous forme un peu de compte-gouttes. Donc chacun aura une goutte par jour, c'est la même pour tout le monde, ça c'est une condition indispensable. Et cette goutte, elle porte un nom, le dividende universel. On appelle ça aussi le DU. Et je rappelle bien que cette goutte-là, c'est pas quelque chose qui a été reçu de quelque part, c'est pas une allocation, c'est vraiment de la monnaie qui apparaît comme ça, venant de nulle part. Et donc ce DU, j'ai appelé comme ça pour simplifier, ce DU c'est une proportion de la masse monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, le ballon là c'est toute la monnaie qui circule, c'est l'ensemble des junes. Et bien je prends une partie de ces junes, je détermine que cette partie ça vaut un DU. Et bien au fur et à mesure que les gens vont mettre de la monnaie, la masse monétaire va grandir. Et bien la valeur du DU va grandir au même rythme. C'est une proportion. Retenez bien ça, pour la suite ça va nous aider. Et donc forcément la valeur de 1 dividende universel, sa valeur évolue dans le temps, puisqu'on va voir que ça va grandir tout le temps. Et en tout cas une condition importante dans la June, c'est qu'un être humain a un compte qui crée un seul DU. Je peux pas créer deux DU par jour, sinon je suis plus dans la règle. C'est un peu la seule et unique règle de la June, pour que ça marche. Comme ça, tout le monde a une égalité stricte devant la création monétaire. On va voir les deux aspects d'égalité dans l'espace et l'égalité dans le temps, qui sont les deux, rappelez-vous avec le mètre et la seconde, on a vu ça, c'est des mesures qui sont égales peu importe où on se trouve sur la Terre et peu importe où on se trouve dans le temps. Alors on va voir ce qui fait que dans la June c'est possible, ces deux paramètres. Donc égalité dans l'espace, ça va être assez facile à imaginer. Si on va voir sur le site Cesium, qui est la plateforme sur laquelle on peut faire nos échanges, on ira voir tout à l'heure. Dans la page paramètres, on peut voir différentes données sur la June globale. Et sur l'une d'entre elles, je peux voir la valeur du dividende universel. Donc là, à l'époque où j'ai fait ces captures d'écran, il était à 10,78, il change tous les 6 mois. Et donc cette valeur-là, peu importe où je me trouve dans l'ensemble des pays qui utilisent, où il y a en tout cas des junistes à ce jour, chacun reçoit par création recevait 10,78 junes par jour. Ça c'est la valeur de 1 DU. 1 DU c'est un paquet de junes. Donc ça voilà, c'est assez facile à comprendre, n'importe où on est, on reçoit la même chose. Passons ensuite à l'égalité dans le temps. C'est là que ça se complexifie un peu. Donc voilà, la première partie, ça renvoie au fait que en euros, nous sommes simplement victimes des conjonctures en fonction du moment où nous naissons. Je peux prendre une analogie avec Bitcoin où c'est encore plus évident.
Bitcoin, c'est une autre crypto-monnaie qui n'a rien à voir avec la June, mais ça reste une crypto. Et son invention date de 2009. Et à l'époque, Bitcoin était très accessible. Donc, pour quelqu'un comme moi, par exemple, là, j'ai 25 ans. En 2009, j'avais 9 ans. Voilà, j'étais incapable de comprendre ce que c'était Bitcoin, ça ne m'intéressait pas du tout. Enfin, voilà. Mais petit à petit, quand j'ai eu l'âge de m'y intéresser, donc il y a quelques années, et ben, le Bitcoin c'était déjà tellement inaccessible que je pouvais juste dire bah merde, trop tard, tant pis quoi. Et donc ça c'est dommage qu'il y ait ce truc-là. Et ben, dans la June, il y a vraiment cette volonté d'annuler cet effet, de dire que peu importe l'époque où on est, qu'on ait vraiment le même accès à la création de la monnaie. En euros, on le voit pareil, regardez l'évolution du taux des crédits depuis les années, je ne sais pas trop dire, 60 je crois. On voit que ça évolue tout le temps, donc en fonction de l'époque à laquelle on est, on n'est pas égaux face à ça. Et dans la June, il y a quand même un problème qui se pose, que Stéphane Labarde aura réglé, on va y venir aussi, mais un problème de base qui se posait, c'est que un créateur de June depuis 30 ans, en admettant que la June soit plus longtemps, et imaginez si chaque jour il crée un DU, forcément il aura amassé un énorme tas de monnaie au bout de 30 ans. Et puis on va dire son fils par exemple qui rentre dans la June depuis un an, et même si lui aussi il aura accumulé un an de DU, c'est fait un tas bien petit par rapport au reste. Donc là aussi un peu une victime du temps, quoi. Comment résoudre ce problème-là? Et voilà. J'ai fait cette slide, est-ce que il y en a qui ont besoin de revenir vraiment sur cette notion de DU? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas clair ou est-ce qu'on peut enchaîner? J'aimerais que tu expliques. Ouais, ok. Alors, la différence entre des junes et des DU. Donc les junes, c'est les unités de monnaie, c'est comme les euros, quoi. On peut imaginer, c'est comme si on avait des pièces de une june, voilà, c'est vraiment l'unité de valeur de la monnaie. Et une june, c'est un paquet, un DU, c'est un paquet de junes. C'est comme l'équivalent entre des secondes, et en une minute, c'est un paquet de secondes. Voilà. Et le DU, c'est pareil, c'est un paquet de junes. Sauf que la grande différence avec ça, c'est que la valeur en junes de 1 DU va évoluer dans le temps. C'est comme si une minute, ça valait 60 secondes, mais dans 6 mois, une minute vaudra 63 secondes, puis dans 6 mois, une minute vaudra 66 secondes. Mais ça reste une minute. Voilà, c'est un peu la partie complexe à intégrer, mais en tout cas, voilà, le lien entre DU et June. Le DU est juste un paquet de June. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec, par exemple, un billet de 10 euros, en se disant que 1 euro, sa valeur peut évoluer dans le temps Pas forcément, parce que ça restera toujours 10 unités euros. Alors qu'un DU, aujourd'hui, on va voir que c'est à 11,25 junes, mais dans 6 mois, un DU ne sera plus à 11,25, ce sera un peu plus. Si je peux me permettre un comparatif, typiquement, tout le monde, si on se base sur toutes les boulangeries qui ont tous une baguette de pain, on va dire, à l'équivalent de 10 junes, on peut se dire que plutôt que de changer le prix tous les jours, on peut se dire on fixe le prix en nombre de baguettes de pain. Une baguette de pain qui suit l'inflation, on va dire. Donc elle va valoir 1 euro plus 1,10 €, 1,20 €. Et on peut compter non pas en euros le produit d'un ordinateur, on peut le comparer en nombre de baguettes de pain. C'est comme si on change d'unité, une unité qui va varier dans le temps. Donc là, la baguette de pain, elle va varier dans le temps, mais vu que tous les prix augmentent régulièrement, si on compte l'ordinateur, on va dire ça fera 200 baguettes de pain. Aujourd'hui, ça va être 200, même si qu'importe l'inflation, ça va faire 220 l'année prochaine, 240, et ainsi de suite. C'est notre façon de compter la monnaie avec une unité qui a varié dans le temps. Peut-être, en fin de compte, j'ai un exemple très concret en plus avec du pain là-dessus. Il n'est pas dans ces slides, mais on pourra y revenir. J'y reviendrai aussi demain matin dans le créneau plus centré sur la TRM. Peut-être on fait ça, ouais, t'es là demain matin. Ouais, on fait ça alors. Je présenterai ces slides-là, comme ça, là, on trace un peu plus en surface. Mais ouais, on y reviendra demain matin sur cet exemple du pain pour vraiment bien comprendre ce principe. Donc ça veut dire qu'on a intérêt à faire les achats en début. Eh ben oui, c'est tout l'enjeu. Justement, doit-on mesurer en june et en DU? Parce que, pour expliquer ça, je vais rentrer de la notion de référentiel. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça? Tout le monde sait ce que c'est un référentiel? Non? D'abord dire non.
Oui, après tout dépend les angles qu'on crée. Et ben, par exemple, dans celui-là, si je me place dans le train qui est en train d'avancer, ben, dans mon point de vue, donc dans mon référentiel, je vais voir une vache qui va bouger avec un pré qui va bouger. Mais maintenant, si je me place dans le pré à côté de la vache, ben, ils vont plus bouger le pré et la vache. Par contre, je vais voir un train qui va avancer avec deux personnes à l'intérieur qui vont avancer aussi. Selon que je change de point de vue, je vois pas la même chose. Le référentiel, c'est un peu un synonyme de point de vue. Et ben, on peut voir un peu la même chose dans la June selon que je compte en June ou en DU. En mars 2017, au tout début, quand la June a commencé à être lancée, le choix a été fait que 1 DU serait égal à 10 Junes. Donc voilà, c'était sa valeur. Et puis tous les 6 mois, à chaque équinoxe, le logiciel recalcule tout seul la valeur d'un DU. Ça, c'est important de le préciser, c'est purement algorithmique, ça a été décidé dès le départ, le calcul, et ça se fait tout seul. C'est personne qui décide, il n'y a pas de politique là-dedans, il n'y a rien. C'est que des maths. En mars 24, un DU était à 10,91. Donc voilà, la valeur changée. 6 mois plus tard, en septembre 24, un DU valait maintenant 11,6 Junes. Et depuis le 8 mars de cette année, un DU ça vaut 11,25. Donc on marque en plus, ça augmente de plus en plus vite. Et donc maintenant je peux prendre un peu de recul sur le tableau et voir que si je me place dans la valeur June, quand le temps passe, le prix change tout le temps. Donc si je vends mon ordinateur en June, si je veux suivre cette tendance, ça veut dire que chaque année il faut que je change de prix, c'est un peu relou. Alors que si je me place dans la colonne DU, je m'aperçois que peu importe le temps qui passe, un DU ça reste un DU. Il y a une constante qui apparaît et qui annule tout effet d'inflation qui est inhérent au fait que si tout le monde crée de la monnaie en permanence, la masse monétaire va augmenter de plus en plus vite. Mais si je vais dans le train du DU, il n'y a plus cet effet-là. Ça c'est assez magique pour le coup, mais si je mets le prix de mon ordi à vendre 7 DU, même si cette DU évolue, ça restera toujours cette DU. Les anciens DU fondent aussi progressivement. Ça aussi, ce point-là, je l'approfondirai demain. Et donc ça s'adapte au contexte en fait, à la conjoncture en quelque sorte. En June, il n'y en a qu'une seule, c'est que vu que c'est toujours le même mécanisme, vu que c'est le même algorithme qui fait le même calcul tous les 6 mois, la courbe de valeur de 1 DU, donc de la masse monétaire, puisque c'est la même chose avec les ballons là, ça fera comme ça. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu difficile vu qu'un DU est relativement égal à 10 Junes. Déjà, beaucoup de gens mettent encore le prix en Junes, mais en fait, quand un DU ça vaudra 447 Junes, ce sera évident qu'il faudra passer en DU. Donc moi, j'invite à le faire dès maintenant, comme ça, c'est fait. On a pris le pli. Et dans ces cas-là, si tu me permets, c'est Ouais. la monnaie, hein, c'est cette division universelle. Ils n'ont pas dit plus en June. Plus en June, je dis non. Alors ça reste des Junes, c'est juste un paquet de Junes. C'est comme si je payais en minutes au lieu de payer en secondes, mais ça reste des secondes. Tu vois ce que je veux dire? Mais un DU c'est un ensemble de Junes, donc si je paye en DU, c'est comme si on comptait pas notre salaire en euros, mais en proportion de RSA. Ça reste des euros, mais défini autrement. Là, je vais donner un exemple concret d'un autre phénomène qui est une conséquence de ça. Là, on a vu un peu la trouvaille de Stéphane Laborde. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça fait quand on l'applique à plusieurs personnes. On va partir avec trois personnages qui vont avoir un compte en June avec des inégalités entre eux. Je sais pas, ça peut être Bruno qui vient d'acheter Bruno qui vient de vendre un vélo à Aline, donc forcément Aline a dépensé des Junes qui sont arrivés sur le compte de Bruno. Donc on a des comptes qui sont déséquilibrés. Et on va voir ce qui se passe maintenant, on va bloquer leur compte, donc ils ne vont plus du tout acheter ni vendre quoi que ce soit en June. Ils vont simplement se contenter de voir leur création monétaire se faire. Donc, chacun va créer exactement la même chose dans le temps. Et on va voir ce qui se passe. Donc au bout d'un an, je vous ai parlé un peu de la démonstration mathématique, c'est pas si compliqué, mais c'est pas nécessaire à notre propos pour calculer le montant d'un DU sur un an. Mais donc voilà, l'idée c'est simplement que chacun aura créé au bout d'un an 100 Junes dans notre exemple. Donc on se retrouve avec des comptes à 600, 1100, 1600, rien d'exceptionnel pour l'instant. Deuxième année, on fait la même chose. Donc là, chacun cette fois-ci aura créé 110 Junes.
Et puis chaque année, on va répéter la même chose. Au bout de 10 ans, on voit que les courbes commencent à bouger, ça devient intéressant. Remarquez que le montant du DU, à chaque fois, il est de plus en plus grand parce que ça grandit. Et là, au bout de 40 ans, c'est la magie. On arrive à une égalité quasi parfaite, où les écarts sont négligeables. Et donc regardez, voilà, là, j'ai les montants en June qui sont de plus en plus grands. Mais si je traduis ces montants en DU, là ça va peut-être sembler plus évident le calcul. Au départ, là j'étais à 6 DU, 11 DU et 16 DU. Mais vu que là, sa valeur augmente, et ben ça va suivre cette même tendance et à la fin j'arrive à 11 DU, 10,88 et 11,12. Donc c'est quasiment les mêmes chiffres. C'est comme si les DU de départ des deux là avaient fondu pour se rapprocher du DU de l'autre qui est au milieu. Ça c'est un phénomène qu'on appelle la convergence vers la moyenne. On peut le voir autrement ce truc là, on peut le voir comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment une conséquence un peu magique du fait d'avoir conçu le DU comme ça. Donc ça c'est assez génial quand même ce principe parce qu'il permet d'éviter une accumulation de June à outrance. C'est-à-dire que la course à qui aura le plus de milliards en June, c'est pas possible. À moins de trouver une façon de les faire circuler, mais ça fondra tellement rapidement à ce niveau-là que... Parce que remarquez que plus je m'éloigne de la moyenne, plus ça fond rapidement. C'est exponentiel. Donc si je suis à, je ne sais pas combien, si je suis trop éloigné de l'ensemble de la communauté, je ne peux pas faire tenir le montant dans le temps, quoi. Ça va forcément fondre et se rapprocher. Donc après, bien sûr, dans l'économie, ça va forcément bouger. Si Aline vend quelque chose à Bruno, les courbes, elles vont, enfin, ça va bouger. Mais il y a toujours une tendance dans le temps, à long terme, qui fait que les comptes vont tendre vers la moyenne. Et donc c'est pratique parce qu'on connaît des exemples de monnaies fondantes, donc c'est des monnaies qui perdent de la valeur dans le temps, mais qui se rapprochaient de zéro. Alors que dans la June, non seulement ça fond quand on est trop haut, mais ça défond, je ne sais pas comment appeler ça, quand on est trop bas. Si on est trop pauvre, le simple fait du temps qui passe aura tendance à nous rapprocher aussi de la moyenne. Donc ça, voilà, ça permet d'éviter des inégalités monstrueuses, ça permet d'éviter l'accumulation à outrance et la pauvreté sans fin, quoi. Et donc ce qui est génial avec ça, c'est que j'ai appris, je sais plus de qui, mais j'avais appris à l'époque que Stéphane Laborde n'avait pas prévu ça. Il a juste conçu le DU, tout ça, et c'est quand il a appliqué son modèle qu'il a vu que ça faisait ça. Ah ouais. Donc c'est quand même assez miraculeux, quoi. C'est pas pensé au départ, comme ça. Ouais, non. Ah ouais. À lui confirmer en lui demandant directement, mais moi en tout cas c'est ce qu'on m'a dit et je trouve ça quand même assez magique, quoi. Pour une monnaie qui veut répondre aux problématiques de l'euro, c'est quand même assez formidable. Et alors pourquoi 40 ans pour arriver à une égalité où les différences sont négligeables? Et ben, ça a été décidé par les 59 personnes qui ont mis en place la June. 40 ans c'est une demi-espérance de vie, grosso modo. Donc ça permet que ce soit, c'est pas trop court, c'est-à-dire que si je veux épargner un minimum en vue d'un gros achat de quelque chose, ça va pas fondre tout de suite. Voilà, c'est quand même un processus de long terme. Mais en même temps, c'est suffisamment court pour que quelqu'un qui a des milliards et des milliards de June, admettons, et qui meurt d'un coup et que son compte est inaccessible, et ben ça va quand même fondre sans rester des centaines d'années, un gros poids dans l'économie qui correspond à rien. Et donc en plus, ça appuie ce principe que la monnaie est faite pour être en circulation, puisque si je garde la monnaie sur mon compte sans rien en faire, ben, ça va finir par fondre. Donc j'ai plutôt intérêt à regarder de quoi j'ai besoin, ne pas trop me préoccuper de faire la course à qui en veut le plus, quoi. Et Et, ça ouais. a tendance à fondre et à se répartir dans la société finalement ou... Même pas ça, c'est que... En fait là on le voit en DU, mais si on voyait cette même courbe en June, ça ferait quelque chose qui va vers le haut, comme ça, de manière exponentielle. Parce que les Junes s'accumulent sur les comptes. Les Junes s'accumulent sur le compte, mais tellement qu'au bout d'un moment, les écarts... là on a 500 d'écart entre chacun des comptes, c'était énorme. Entre 500, 1000 et 1500, ça se voit, quoi. Il y a des écarts monstrueux. Mais si j'ai 500 d'écart entre 44 159, 45 259, c'est des miettes, ça se voit plus. Pourtant, c'est les mêmes valeurs en termes de June. Donc en fait, il va juste y avoir beaucoup plus de monnaie dans la société,
mais beaucoup plus chez tout le monde en même temps. Donc finalement, les écarts vont être beaucoup moins importants. Donc c'est ça qui nous ramène, quand on regarde en DU, ça nous ramène à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point important qui permet que aujourd'hui, les premiers junistes que nous sommes vont avoir le même accès à la création de monnaie que dans 200 ans, si la June existe toujours. Ça veut dire qu'il faut juste avoir une activité normale, ça sert à rien de vouloir spéculer, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas la Parce que peine de le celui qui ne faire. travaille pas beaucoup, il finit par avoir la même chose que celui qui travaille beaucoup. Après, il y aura toujours des différences dans l'économie, il y aura toujours des junistes plus riches que d'autres. Pour moi, ça c'est essentiel, même dans nos besoins. Quand il y en a, ils vivent en camion, ils sont très heureux. Et d'autres qui ont besoin d'avoir, allez, si j'exagère un peu, un château avec un piano dans toutes les pièces. Voilà, j'en sais rien, enfin tout le monde est différent. Donc, ouais, tu vas. Pour préciser, en fait, ici, c'est 3 courbes avec 3 personnes qui partent de points différents. Un qui est pauvre, qui est riche, et une autre à la moyenne. Sans travail, sans aucun échange, ça donne ça. Donc du coup, là, Bruno, il peut toujours travailler, donc pour rester en haut. Là, c'est juste l'impact de la création de monnaie sur les comptes, sans aucun échange, sans aucun travail. Ouais, ça veut dire que celui qui arrive sans rien, il se retrouve au bout de 40 ans avec quelque chose. Oui. Ah oui. Il se retrouve à atteindre la moyenne de l'ensemble des gens. Mais après, concrètement, dans la vraie vie, il va devoir les dépenser, ces junes. Dans un monde qui fonctionne en june, il faut vivre, il faut manger, tout ça. Donc, on ne peut pas non plus se poser sur le canapé à attendre. Ça veut dire que s'il faut aussi des échanges pour rester dans le taux de confiance, pour être. Parce que s'il ne fait pas d'échange, il peut aussi perdre son statut de membre et du coup il peut perdre son dividende. Ça aussi. Et oui, c'est ça. Ça a un intérêt à. Ouais, il y a beaucoup de choses que. Alors, du coup, en effet, bon, les échanges, ça permet de connaître des junistes pour ensuite se faire certifier et créer de la monnaie. Parce que juste, par contre, la condition, c'est pas de faire des échanges, c'est juste de continuer à avoir des certifications. Donc c'est de moi de connaître d'autres personnes, de se faire certifier. Les échanges, c'est important, mais c'est pas ça qui est la condition pour être membre. La condition, c'est d'être vivant et d'avoir 5 certifications. Oui, pour être certifié, il faut connaître les personnes, Oui. être en relation avec les personnes. Tout à fait. Mais Oui, c'est vrai. En tout cas, ouais, on sait bien, on commence à voir un peu, entrevoir les implications de ce process, quoi. Ça fait beaucoup réfléchir, je trouve. Enfin, moi, perso, à partir du moment où je suis rentré dedans, ça a ouvert un tas de réflexions avec les gens qui je peux parler de jeu tout le temps, quoi. C'est assez impressionnant. Par rapport à ça, une réflexion, je trouve, qui est fondamentale, c'est par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur la spéculation, c'est que quand on découvre la June, en fait, ça permet d'avoir un choix entre un système financier qu'on connaît et qui permet de spéculer et d'être en concurrence les uns avec les autres, ou un autre système financier qui permet quelque chose de plus harmonieux et avec plus d'égalité, quelque chose qui est plus équitable. Et en fait, c'est un choix déjà vis-à-vis de soi-même, de comment on veut vivre et dans quelle société on veut vivre et quel rapport on veut avoir avec les autres. Enfin, en fait, déjà, le choix, il se fait là, sur le plan, je ne sais pas si on peut dire philosophique ou quoi, mais en tout cas, humain, quoi. Ouais, si, complètement. Et ça renvoie aussi au terme libre de la monnaie libre, qui renvoie à 4 libertés fondamentales. Je ne les ai pas nommées ici, parce que j'estime que ce n'est pas essentiel dans une conférence pour débutants, mais libre, ça renvoie pas à n'importe quoi, et ça renvoie notamment à ce que tu expliques, qu'on a le choix du système monétaire, et on peut même agir sur les deux en même temps, il n'y a aucun problème. Et donc, ouais, selon ce qu'on vient rechercher, maintenant on sait qu'on a le choix, en tout cas, entre deux. je peux compléter ta réponse. Ouais. En fait, en effet, aussi dans le monnaie libre, c'est un peu comme la monnaie qui est un bien commun pour l'intérêt des utilisateurs, plutôt qu'un moyen d'asservir la communauté, comme les logiciels libres sont un moyen de partager de façon transparente, ouverte, pour que l'informatique soit un bien commun. Voilà. Cette notion en philosophie qui est similaire au logiciel libre. Voilà. Voilà, on a fini avec la théorie, donc les cerveaux vont pouvoir se reposer un petit peu. C'est bien déjà si vous avez intégré un peu tout ça, c'est super. Je vais juste récapituler tout ce qu'on vient de dire pour faire un peu un bloc. Donc on a vu qu'en monnaie libre, June, la création monétaire, elle se fait non pas par un organisme financier, bancaire qui alloue la monnaie à qui elle veut. Elle se fait par chacun des membres. Donc membre, c'est le terme qu'on emploie pour désigner les gens qui co-créent la monnaie. Voilà, c'est juste ça. Elle se fait par chaque membre, chaque jour,
par l'intermédiaire d'une petite goutte qui apparaît sur le compte. Cette goutte qu'on appelle dividende universel, abrégé en DU. Donc voilà, qui est indépendant de tout organisme gouvernant. Ah oui, c'est son calcul qui est indépendant, puisque c'est donc le logiciel qui s'appelle d'unitaire qui calcule tout ça. Ça a été déterminé à l'avance et ça prend en compte que des paramètres neutres, comme l'espérance de vie humaine, le nombre de membres, le nombre de jours dans l'année. C'est que des choses, on ne peut pas être de droite ou de gauche ou de n'importe où, on ne peut pas décider, on ne peut pas avoir d'influence sur ça. C'est vraiment indépendant. Et puis on a vu que par des principes mathématiques et logiques, il y a une égalité dans l'espace et dans le temps qui en fait un étalon de mesure invariant. Et ça c'est très précieux. Ça fait que c'est aussi solide que le mètre pour les distances ou la seconde pour le temps. Donc maintenant on va amener un peu la partie plus pratique. Donc, comment on a fait pour mettre tout ça dans la matière, dans le monde, et qu'aujourd'hui on puisse l'utiliser. Et bien tout de suite vient la question d'une gestion décentralisée, puisque c'était aussi le but de la monnaie libre, qu'il n'y ait pas de centralisation quelque part. Donc quels outils on utilise pour ça, comment on fait pour assurer la sûreté du système, parce que on ne peut pas lancer une monnaie comme ça et puis qu'il y ait des gens qui puissent frauder, qui puissent faire des choses, il y a bien besoin de sécurité à un endroit. Et donc pour ça, d'Unitaire, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, a été développé. Donc c'est un logiciel libre et open source, pour rester dans la cohérence logiciel libre. Il permet donc le fonctionnement de la June, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire tous les calculs sur la monnaie, combien vaut le DU, etc. C'est là-dedans que ça va se passer. Il utilise la technologie de la blockchain. Donc là je fais une petite parenthèse avec Bitcoin parce qu'on entend souvent ce terme, les deux sont souvent associés dans l'inconscient collectif global. Donc Bitcoin, comme je disais tout à l'heure, c'est une monnaie, c'est une autre crypto-monnaie qui est vraiment différente de la June, qui a d'autres principes, d'autres buts, une autre manière d'être créée, mais qui n'a rien à voir, si ce n'est la technologie qu'elles utilisent, qu'elles ont en commun, qui est donc cette fameuse blockchain. C'est comme si là on se disait, vas-y, on fait société, on crée tous de la monnaie dans la salle, on fait nos échanges, et on va tous avoir chacun un carnet qui sera le même pour tout le monde. Chaque fois que quelqu'un fait un échange avec quelqu'un d'autre, on va tous noter machin a échangé avec truc pour tant de June. Et puis il va y avoir un autre échange, on va noter ça. Ouais. Mais ça existe dans l'Excel, Oui. dans le système d'échange locaux. Mais Ils utilisent ça. ouais. C'est pas la June. Oui. C'est pas équivalent. Mais donc voilà, on va tous écrire. Et une fois qu'on termine la page, eh ben, on va comme verrouiller la page en écrivant sur la page suivante une ligne en disant la page temps est verrouillée. Donc à partir de là, on ne peut plus la modifier, l'autre. Elle est vraiment figée. Et puis après, on continue, etc. comme ça. De cette manière, on a tous les mêmes données. On a une page, il faut imaginer que c'est un bloc. Et le fait que ça se transmette, qu'une page soit figée par la suivante, ça fait une chaîne de blocs, blockchain. Et donc de cette manière, si quelqu'un veut frauder en disant non, moi je dis qu'en fait je l'ai vendu 10 fois moins, comme ça, voilà. Et il va y avoir une erreur à un moment donné. Et on peut remonter la trace, trouver que non, tous les carnets là, ils ont une donnée et toi tu en as une autre. Donc c'est toi qui as un problème. Donc à partir de là, voilà, ça permet de créer un système décentralisé et infalsifiable. Aujourd'hui, en tout cas, personne n'a réussi à pirater une blockchain. Ça, c'est quand même assez incroyable. Parce que Bitcoin, je pense que si ça avait pu être piraté, il y a longtemps que ce serait fait. Et là, personne encore n'a réussi. Parce que la différence, c'est que le Bitcoin, ça repose justement sur un système de spéculation. En fait, l'intérêt avec le Bitcoin, c'est beaucoup de spéculer. Oui, aujourd'hui, c'est utilisé comme ça. Alors, juste pour le terme de spéculation, en fait, le Bitcoin, la particularité, c'est qu'il y a une limitation d'unités, c'est 21 millions. Donc forcément, plus le temps arrive, ça se développe, plus le Bitcoin va être rare. Donc contrairement à la June, en fait, le nombre d'unités va se stabiliser, il va devenir de plus en plus rare. Tout ce qui est rare est cher, ce qui fait que le Bitcoin va prendre de la valeur. Donc il y a un intérêt pour gagner de la valeur. Pour l'aspect spéculatif, en fait, spéculer, c'est juste acheter quelque chose à un prix, ensuite le revendre plus cher. Que ce soit en June, en euros, n'importe qui, tout le monde, même ceux qui sont contre le boursicotage et autres, on va toujours acheter par exemple, une maison qui va être dans un beau quartier plutôt qu'à côté d'un train ou d'un futur aéroport. Donc la June, concrètement, on peut spéculer en June, ça c'est concrètement possible, et que ça va entraîner vers chercher à thésauriser, à magasiner un maximum de monnaie parce qu'il y a l'aspect fondant. Donc là,
rapide. Donc c'est juste spéculation, je comprends ce que tu veux dire, mais concrètement, spéculer, c'est juste acheter un prix et revendre plus cher. Ce que tu peux faire en jus. Mais ça sert à rien parce qu'on a dit que le gars qui avait rien fait, en fait, il avait la même depuis 40 ans, il avait exactement la même chose que celui qui avait fait ça. Voilà, donc c'est la thésaurisation qui va encourager que la jus. Voilà, c'est juste précis. Et puis, une grosse différence aussi, si j'ai bien compris, c'est que c'est tout l'inverse, dans le sens où le bitcoin il se raréfie, alors que la June c'est tout l'inverse, ça se multiplie. Quoi. C'est l'abondance. Ouais. D'accord. Donc voilà la parenthèse sur la blockchain. L'unitaire justement, et contrairement à Bitcoin, est très très économe en énergie puisque aujourd'hui l'unitaire tourne grâce à des petits serveurs qu'on appelle des nœuds qui peuvent être matérialisés dans un ordi comme celui-là ou alors dans une carte informatique qui fait la taille de ma main qu'on branche et ce serveur faut juste laisser tourner tout le temps mais ça prend l'équivalent d'une ampoule. Et aujourd'hui il y en a quoi? Il y en a 30, 40 en fonctionnement. Bah, imaginez 40 ampoules pour faire tourner toute une monnaie, c'est quand même pas mal le ratio économe en énergie. Et puis l'unitaire est relié à un autre site, un autre logiciel qui s'appelle Cesium, qu'on connaît beaucoup plus puisque c'est celui-ci qu'on utilise. En fait, Cesium, sa mission c'est de traduire toutes les données d'unitaire en langage humain. Donc voilà, c'est sur cette interface qu'on va consulter nos comptes, faire nos transactions, etc. Mais je... Ouais. Ouais, je te laisse par monter Cesium. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a compris ça, comment on va utiliser la monnaie libre? Et déjà, à mon sens, c'est nécessaire dans un premier temps d'acquérir des connaissances. Donc ça peut être par de la théorie comme on fait là, ou ça peut être par de la pratique. Là, on a la chance d'avoir un nombre de junistes phénoménal autour de nous, donc ça passe aussi par la pratique. Et ensuite, on va créer un compte portefeuille sur Cesium. Un compte portefeuille, ça veut dire que c'est un simple portefeuille. C'est pas un compte qui va créer de la monnaie. Ça prend 5 minutes, ça coûte rien évidemment. Et puis je vais commencer à zéro et puis je viens au prochain marché de ma région, je vends un gâteau à 10 junes la part. Et ensuite les gens vont acheter et mettre des junes sur mon compte. Et puis après je peux les dépenser, mais si ça revient à zéro, ça revient à zéro. Ça ne change pas de ce qu'on connaît avec l'euro, c'est pareil, c'est comme nos comptes. Ça c'est un compte portefeuille. Donc je peux en avoir un nombre illimité, puisque là il n'y a pas d'histoire de création, je peux avoir 5 portefeuilles si je veux, il n'y a pas de problème. L'Agora a un portefeuille, parce que ça sert aussi pour tout ce qui n'est pas humain, les entreprises, les projets, les occasions. Ça va être que des comptes portefeuille. Ça va se passer sur Cesium, et j'ai mis aussi sur Ginkgo, c'est un autre petit logiciel qui a été développé récemment, qui permet beaucoup plus facilement de faire des transactions. Moi je le connais pas très bien, mais je sais qu'il y a Maud ici. Pour parler. Vas-y, toi tu connais bien. Du coup, en fait, Cesium, c'est très bien un terme parce que ça a beaucoup de fonctionnalités, notamment la particularité de créer la monnaie. Le problème de créer la monnaie, c'est qu'il y a des notions de sécurité qui sont primordiales. Qui dit sécurité, qui dit gros mot de passe à 25 caractères, et c'est une contrainte. Quand on démarre sur la June, c'est contraignant. On ne veut pas se prendre la tête avec ça. Alors du coup, là, ce qui est génial avec Ginkgo, c'est que tous les aspects contraignants de Cesium, donc l'aspect sécurité, puis aussi pour se connecter, des fois c'est un peu capricieux, tous les aspects galères, on dégage. Là, c'est juste un simple site. Vous lancez le site. Il y a une petite. Il vous montre comment ça marche. Vous appuyez sur OK et vous avez votre compte sur votre appareil qui est lié à votre navigateur. Si vous changez de téléphone, vous ne l'avez plus, mais c'est hyper simplifié pour faciliter le démarrage sur la June. Et donc, vous pouvez être simplement en flashant ou en tapant, recherchant un utilisateur. C'est hyper facile, on pourra le voir. Il y a Mao qui fait des démonstrations. Et ce qui est génial, en fait, c'est que c'est pour montrer comment ça marche la June. C'est le top pour démarrer, où on fait des échanges. Donc on paye, c'est hyper intuitif, là où Cesium, donc ça fait plus de fonctionnalités, mais c'est plus galère à cause de la sécurité. Et par contre, Ginkgo, on ne peut pas passer d'un appareil à un autre. Alors si, c'est juste du coup, il faut juste les lier à ton navigateur, donc typiquement il y a des petits fichiers qui sont liés à ton navigateur sur ton téléphone, ou ton ordinateur, et dans ce cas-là, il faut juste exporter ton portefeuille sur un fichier, que tu t'envoies par mail par exemple. Et après, ensuite, sur ton ordinateur, tu peux réimporter sur ton ordinateur ce que tu as sauvegardé avant. Et tu as ton même portefeuille. Voilà, on peut en avoir un par appareil, parce que si j'ai bien compris, on importe des junes de Cesium à Ginkgo et ensuite on utilise Ginkgo. Voilà. Donc on peut avoir un portefeuille sur l'ordinateur, un autre sur notre téléphone. On garde toujours 100 junes dedans dans chaque et puis on peut passer par l'un ou par l'autre. Et du coup, tu ne peux pas transférer de Ginkgo à Cesium. Justement, ouais.
Si tu as un compte Cesium, tu peux lui envoyer des comptes. Ce que j'ai fait pour venir ici, je me suis mis plein de June sur mon compte Ginkgo. Voilà. Alors juste un petit conseil aussi pour éviter les galères. Il faut aussi mettre un nom on peut mettre un nom, ce qui est conseillé, sur son portefeuille Ginkgo. Et ce qui est mieux, ce que je fais par exemple, je vous conseille, j'ai mis mon même pseudo, Fréco, et j'ai mis à côté Ginkgo. Comme ça on sait que c'est la même personne et juste que c'est un compte Ginkgo, pour éviter la confusion. Et on peut créer un compte Ginkgo sans créer un compte Cesium. Voilà, Et c'est plus facile quand on veut commencer à faire tourner la machine avec des gens qui ne connaissent pas du tout ça. C'est beaucoup mieux. On va aller voir sur Cesium justement, on va faire un tour, voir comment ça marche. Hop. Des fois, typiquement, il y a des galères pour se connecter. C'est un peu... Ouais. Bah, il cherche un nœud en fait, un nœud qui tourne et qui fonctionne bien. Donc voilà, on arrive là-dessus, donc c'est l'interface de base de Cesium. Donc d'habitude il y a un bouton se connecter, mais là je suis sur mon compte donc je suis déjà connecté. On va aller voir mon compte justement. Ah bah tiens voilà. T'es sous Linux ou t'es sous Windows? Moi, je suis sous Linux. Linux, hein. Voilà, je change de nœud là. Voilà. Donc là, c'est mon nom. Bon là, c'est un nœud qui fonctionne pas de manière optimale, donc il renvoie pas ma photo. Mais moi, j'ai mis une photo de moi, mais on peut mettre, chacun est libre de mettre la photo de n'importe quoi. Toi, t'as une photo de feuille. Voilà, on peut tout mettre. Pareil, j'ai mis mon nom, mon prénom, parce que moi, je préfère, c'est plus simple, mais on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre des pseudos. J'aurais pu mettre Lucas du 01. N'importe quoi d'autre, on est libre à ce niveau-là, on n'est pas obligé de mettre notre vraie identité. Ici j'ai ma clé publique, donc ça c'est l'équivalent de mon RIB. C'est une suite de chiffres et de lettres qui correspond que à mon compte. Si on veut me trouver sur l'annuaire de Cesium, il faut rentrer les premiers chiffres et lettres de cette clé et on tombera sur mon compte. C'est un peu l'adresse, c'est comme mon RIB quoi. C'est la même clé pour Cesium et pour Ginkgo? Pardon? C'est la même clé pour Cesium et Ginkgo? Je pense pas. En fait, du coup, sur Ginkgo, c'est un autre compte différent qui est du coup limité. Je ne vais pas faire la création de monnaie. Du coup, ça sera une autre clé. Voilà. Et on peut communiquer avec l'autre, on peut verser d'un compte à l'autre. Ouais, que c'est comme deux banques, quoi. Deux comptes. C'est comme deux comptes en banque où tu peux verser une... Ensuite, les certifications, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais juste voir les opérations sur le compte pour que vous voyez un peu les choses que je peux acheter. Donc voilà, moi j'ai actuellement, bon il met UD parce qu'il s'est mis en anglais, mais c'est DU. Donc j'ai à peu près 1100 DU actuellement sur mon compte, ce qui correspond à 12 000 junes. Et pareil là, on verra pas à cause de la qualité du nœud, mais normalement on voit tous les jours il y a marqué 1 DU, 1 DU, 1 DU, 1 DU. Non, ça c'est tous mes achats. Alors là, j'ai reçu il y a 3 mois 15 DU, mais je sais pas à quoi ça correspond, la personne n'a rien mis. Ça devait être pour ma conf. J'ai fait une conf et une conférence et les gens ont participé un peu de manière libre. Voilà, merci pour la conf. Là, j'ai acheté une marguerite belle, c'est un équivalent, ça c'est Vivien qui vous expliquera ça demain après-midi. Parce qu'il est le créateur de ces petites pièces. C'est du liquide, c'est du cash de la june. En gros, cette petite pièce correspond à 10 junes. Et avec ça, je peux aller sur le G-Marché et acheter sans passer par le téléphone. Et du coup, quand on doit acheter ces pièces, Ouais, on les achète en junes. et du coup, on les achète à Vivien. Bah alors, je sais pas s'il en a, parce que actuellement, il a un souci. Il a plus la capacité. La personne qui crée ça à base de chute, de puzzle de bois avec une imprimante, il peut plus fournir là actuellement. Donc il y en a quand même. Sandrine de Lorga en a pas mal, quelques milliers à vendre. Et je pense que Vivien en a aussi, mais il n'y en a pas une infinité quoi, malheureusement. Mais en tout cas, ça existe. Moi, j'en ai acheté. Ah oui, puisque ça vaut une june, du coup, je peux l'acheter pour utiliser ça plutôt que de faire des opérations sur mon smartphone. Ouais, exactement. Ok. Ça m'a fallu. Par contre, quelqu'un qui serait tout seul à commencer ça au niveau local dans un collectif de 30 personnes, ça n'a pas tellement de sens. Il vaudrait mieux qu'on soit plusieurs à commencer ça.
Bah après, c'est idéal justement si tu arrives dans une région où il n'y a personne qui connaît la June, tu leur dis juste vous me rembourserez plus tard, mais pour l'instant je vous donne ça, ou même tu fais don carrément. Moi je vous donne ça, comme ça vous pouvez déjà utiliser et ça permet aux gens de se familiariser un peu avec l'outil. Du coup, ça peut aider à rentrer dans l'expérience de la June des personnes qui ont un peu de mal avec tout ce qui est abstraction. Oui, complètement, ouais. Je pense par exemple des personnes âgées, nous, qui sont gênées sur leur smartphone, du coup on leur propose même de tenir leur compte, qu'elles tiennent leur compte sur un cahier, et que nous, quand on se voit sur les G-marchés ou notre réunion mensuelle, on met à jour leur compte avec d'ordinateurs qui sont là, quoi. Ouais, ça peut être ça, Ouais. carrément. Alors, est-ce qu'on va y arriver? C'est rare que ça soit un bug comme ça, là. Il y a pas beaucoup de réseaux là. Ouais. J'ai vu que. Et là, le plus gros, lui, il y a écrit 50, ça veut dire 50 Junes? Ouais, c'est un équivalent à 50 Junes. D'accord, ok. Ouais. Donc voilà, on peut voir que j'ai reçu des Junes, c'est tout ce qui est en bleu, et j'en ai aussi. Enfin, j'ai vendu des. Donc là, en l'occurrence, un service, c'est surtout la conférence, mais j'ai aussi acheté. Donc voilà, tout ce que j'ai acheté, c'est en gris. Là, j'ai acheté une conserve de tomates. Là, on m'a remercié parce que j'ai organisé et animé un Geekonomicus il y a quelques mois. Voilà, j'ai acheté des petites choses, de la sauge. Là, j'ai Nico là, qui anime le Geekonomicus. Il m'a aussi nettoyé un ordinateur, tout ça, un jour. Donc, je l'ai remercié en Toi, June. tu payes qu'en DU? Moi, j'essaie de payer systématiquement en DU, mais après, des fois, des gens me donnent des montants en June, quoi. Il n'y a pas d'obligation non plus. Moi, j'encourage, mais Et si alors, chacun fait comme il veut. pourquoi? Parce que du coup, en tout cas, j'ai déjà oublié. Pourquoi? Tu vois, tu préfères raisonner en DU plutôt qu'en June. Parce que sinon, ça veut dire que si je veux rester avec le même pouvoir par rapport à la masse monétaire, chaque année, je vais devoir augmenter mon prix en June, alors que si je me mets en DU, ça ne va pas bouger, puisque la valeur d'un DU suit la valeur de la masse monétaire. C'est plus stable parce que c'est une proportion. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mais viens demain matin, on regardera avec le pain, ce sera très concret. Juste pour ce cas-là, j'ai pris le choix de majoritairement les achats que je fais, de la nourriture, d'un don ou quelque chose que je vends, un produit, je préfère le mettre en June parce que c'est plus simple. Tout le monde on parle de la monnaie libre, June, je trouve ça plus simple à ce niveau-là. Par contre, l'intérêt du DU, j'utilise pour les services. Si je propose typiquement mon service de libérer un ordinateur avec des logiciels libres, je préfère le mettre en DU, comme ça suit, j'ai pas besoin de le modifier chaque année. Donc sur l'échange, je peux mettre le service, je mets par exemple 10 DU, et j'ai pas besoin de changer ce prix sur plusieurs années. Donc un prix qui a pour but d'être le même sur plusieurs années, là c'est intéressant de DU dans ce cas-là. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, ce qui me gêne, et du coup, ça m'intéresse d'avoir votre regard critique, c'est que j'ai l'impression que si je raisonne en DU, il y a des personnes qui vont se dire un DU égale une journée. Donc là, tu es en train, pour ton truc, de me demander 5 jours, quoi. Et là, du coup, ça risque de coincer. On peut le penser comme ça. Un DU égale un jour de création monétaire. Ouais. Mais l'idée, c'est pas comme un RSA. L'idée, c'est pas de vivre avec un DU, quoi. Alors que paradoxalement, si on raisonne en June et qu'il n'y a pas ce raccourci trop rapide de la pensée, eh ben, presque les gens ne regardent pas, quoi. C'est plus simple en effet. Après, ça peut être aussi intéressant pour fixer les prix. Combien de journées tu as mis pour faire ce produit-là? Ça peut être aussi une DU peut servir aussi pour quantifier le prix. Ça me coûte 5 jours ou 20 jours de création monétaire. Ouais. Parce que de toute manière, si je ne me trompe pas, là, le tableau qu'il y avait tout à l'heure avant, là, au bout de 40 ans, la valeur, elle ne sera pas plus de 10 ou 11 DU. Le DU, il ne sera pas à plus de 10 ou 11. Il y aura, le nombre de DU va rester le même, si la valeur va être énorme en June. Ça sera dans les 40 000 Junes au bout de 40 ans. Oui, mais si tu raisonnes en DU, tu sais que dans 40 ans, ce sera qu'une valeur de 10 ou de 11, pas plus. Oui. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux raisonner en DU qu'en June. Oui, Voilà, c'est ça. C'est mieux idéalement, en effet, c'est fait pour ça. Parce que Et en c'est même beaucoup plus stable. Et en même temps, c'est certainement des conversions. Il y a quelque chose de vachement psychologique là-dedans. Je prends l'exemple, hier soir, j'ai fait un don au groupe
d'après qui ont joué de la musique, je me rappelle plus, je sais plus, j'ai fait aussi pour vous, mais 30 junes. En fait, vu ce que j'ai sur mon compte, ça me semblait bien. Et puis, mais si j'avais mis 3 DU, je me serais senti minable d'avoir fait ça. Oui. Et alors ça que tu vois, appartient du à coup, il y chacun. a un côté psychologique qui est étonnant. Là, je suis en train de faire part de mon ressenti, de mon interprétation psychologique. Ouais, ça après, ça Et du appartient. coup, il y a une c'est dimension personnel, je pense. Ouais, mais c'est comme si on payait, si je paye 2 euros, Ouais. j'ai pas l'impression de me sentir complètement déphasé. Si je viens donner, ou d'être plus généreux, si je viens donner tout en pièces de 1 centime, ça fait des gros sacs, 2 euros en pièces de 1 centime. Ouais. C'est exactement le Ouais, même On ouais, vit la même chose, c'est vrai, oui. Ouais, c'est intéressant, ta réflexion, elle est vraiment intéressante, ouais. Je propose de recentrer un petit peu, parce que le temps passe, et si je veux que le propos tienne jusqu'à 16h, sans mettre en retard notre animateur suivant. Donc sur Cesium, il y a des onglets personnels comme ça, mais des onglets plus généraux, comme un annuaire ici. Où là, bah voilà, si je tape le début de ma clé publique, et ben je vais tomber. Ah voilà, d'accord, il trouve pas. Ah, c'est peut-être le Y arrive avant. Voilà, c'est ça. Bah, je retombe sur moi, et avec ça, je peux taper n'importe quelle clé publique de n'importe qui, je retomberai toujours. Dans les 5 premiers et... Ouais, parce que la probabilité qu'il y ait 2 clés qui commencent exactement par les mêmes, c'est trop rare. Donc il y a l'annuaire, et également un onglet qui s'appelle monnaie. Bon, là, on ne verra pas les courbes avec la qualité du nœud, mais on peut voir des données plus générales. Donc ici, on voit la masse par membre, donc c'est la moyenne en fait, c'est le fameux nombre vers lequel vont tendre tous les comptes dans le temps. Donc là, actuellement, c'est à 1500, je vais pas dire d'ici, 1596 DU. Alors attends, là, t'es sur ton compte et t'as cliqué sur... J'ai cliqué sur l'onglet monnaie en bas. Ah, monnaie, ok. Donc ça, tout le monde a le même onglet, c'est la même chose pour tout le monde. Ok. C'est un truc général. Donc là, je vois la moyenne, je vois aussi la masse monétaire, donc qui est de 12 millions et quelques DU. Et bon, là, on ne le verra pas, mais chez vous, vous regarderez. Ici, normalement, il y a 2 courbes. Il y a la courbe de la masse monétaire, donc on voit une courbe qui fait comme ça, quoi, et qui va faire de plus en plus comme ça. Et ici, il y a la courbe de l'évolution du nombre de membres dans le temps, donc on part de quasi rien en mars 2017, et puis ça augmente plus ou moins vite selon les conjonctures. Il y a eu un plafond à 8000 et quelques il y a 1 an, et puis ça stagne un petit peu là, je pense parce que culturellement, on a traversé certaines époques ces dernières années, en 2021-2022, ça a augmenté comme pas possible, parce que vu que l'euro fonctionnait un peu moins bien, c'était un peu la crise là, les gens se sont tournés vers autre chose, et là ça semble redevenir comme avant, donc les gens se tournent moins vers la June ou d'autres systèmes. Donc ça joue aussi vachement ce genre de choses. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'entendre parler d'une amélioration du système et qu'il y en a qui attendent du coup en disant on verra bien Ah bah si, c'est clair. Après, ça renvoie aussi à tout plein d'aspects philosophiques de vouloir tout de suite, etc. C'est vachement d'époque. Ouais. Si on poursuit, bon, il y a des petites choses un peu techniques, quoi. La croissance théorique de la June, la fameuse formule qui calcule le DU, donc elle n'est pas si difficile que ça. Quand on la décortique un peu, parce que je ne serai pas là, parce que c'est pas nécessaire, mais elle n'est pas très très compliquée. Bon voilà, ça je vous laisserai regarder plus tard. Donc comment on l'utilise une fois qu'on a Cesium? Eh bien, sur internet il y a plusieurs sites qui existent. Donc il y a J'échange par exemple, qui est un équivalent du Bon Coin en June. On va aller le visiter un petit peu. Donc voilà, J'échange, donc on arrive là-dessus. Donc on peut chercher ce qu'on veut, où. On peut rechercher parmi les nombreux résultats. Mon franc-parler éclairé, service public de... Là, je découvre avec vous, de réinformation. Économiste, ouais, c'est quelqu'un qui vend un service. Échange ou vente. Pénichette 9 mètres, ouais, quelqu'un qui vend une péniche. Ah, il met la valeur en euros aussi. Opus 1 isotherme, c'est une bouteille, j'arrive pas. Ouais, c'est une bouteille. Quelqu'un qui vend des gourdes. Si on va un peu plus bas, voilà, là par exemple, on a quelqu'un qui cherche, donc il en demande, il cherche un photographe pour des produits de boutique.
j'échange dans les deux sens, donc ça permet que si moi j'ai cette qualité-là et que je vis pas très loin, ce qui est le cas en plus, là, bah, je pourrais dire, bah tiens, vas-y, je te contacte, on se met en lien, et moi je te fais ça, je te propose tel prix, et tac. Et là, on peut vraiment trouver de tout. Si on va dans les catégories, où est-ce qu'elles sont? C'est là? Ah ouais, non, c'est là. Ah, on va les catégories. On voit qu'il y a de tout quoi, sur le Géchange aujourd'hui. Il y a un autre site qui existe qui s'appelle Airbnb June. Donc vous comprendrez vite le principe, c'est comme Airbnb mais en June. Donc si on va sur la carte, pourquoi il y en a que 7? Parce qu'en fait, aujourd'hui... C'est pas connu, visiblement. Hein. Oui, il y en a qui font du prix mixte. Ça arrive parfois. Et c'est nouveau d'ailleurs qu'il y ait les deux. Voilà, 600. Il y a un peu tous les prix aussi. Oh oui, les écarts peuvent être énormes. Mais en fait, moi, je me dis que c'est toujours négociable. Bien sûr, après on voit avec Parce on que voit en direct. la richesse des interlocuteurs. En tout cas, voilà, vous voyez qu'on peut partir un peu partout en France, en Belgique, en Moi Espagne. qui habite au Sénégal et qui a une maison louée là-bas, je pourrais la mettre sur Airbnb. Bah complètement, hein, en plus il n'y a rien encore par là-bas. C'est là, hein, le Sénégal, c'est Ouais, par là. ça, exactement. Bah, pour l'instant, il n'y a rien là-bas, donc ce serait une première en Afrique. Parfait. On a lancé les premiers jeunistes en Afrique. Ah, ce serait génial. Bah, C'est fait déjà. faut qu'on se mette en lien après, je repense à un truc. En Amérique du Sud aussi, ça a commencé à exister. Bah tiens, aux États-Unis, c'est nouveau ça. Cool. Bon voilà, je vous laisserai découvrir ça par vous-même, mais c'est génial, ça permet vraiment de payer ses vacances en June complètement, ou alors June plus euro, mais euro moindre frais que ce que ce serait normalement, quoi. C'est quand même un vrai avantage accessible. Et puis un dernier site que je vous montre, page June. Donc là aussi, très facile à comprendre. Page June, donc c'est page jaune mais en June. Si je vais voir sur la carte, là aussi, là, il y a des gens un peu partout. Je sais pas si on met au hasard une adresse. Ah, c'est dommage, on voit pas ce que c'est. Ah, photocopie, imprimerie. Agence de communication. Là, voilà, on va voir ça. Une agence de design. Enfin, c'est que des professionnels, quoi. Comment tu écris June, ça avec un G? Alors, ça s'écrit G1, mais J-U-N-E dans son expression. C'est comme l'euro, on a le symbole qui est l'espèce de E, là. Mais c'est écrit aussi euro en toutes lettres. Ben là, le symbole de June, c'est G brève avec le 1. Et en toutes lettres, c'est J-U-N-E. J ou G? J. Le G, c'est le symbole, mais ça s'écrit J. Ouais. Ouais, c'est pas comme l'euro. Parce que Bah, l'euro, ça s'écrit E. oui, mais le dollar, ça s'écrit S. Voilà. Ah ouais, très juste. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence que l'euro soit un E, mais Ouais, d'accord. c'est deux écritures différentes, Ouais. quoi. Et d'ailleurs, rappelez-moi déjà, le G avec la brève, c'est quoi l'origine? Est-ce que c'est de l'espéranto? Est-ce que c'est quoi Non, c'est l'histoire de... c'est en référence. Enfin, c'est Stéphane Laborde qui a fait une référence à Kurt Gödel, Ah oui, c'est qui ça. a démontré que rien n'était démontrable en maths, un truc un peu comme ça. On ne peut pas tout démontrer avec les mathématiques, contrairement à l'idée qu'il y avait à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, je sais pas. Le théorème de l'incomplétude. Oui, Avec les mathématiques, on ne pouvait pas démontrer, il y aura toujours des choses indémontrables. Il Ah a oui. démontré ça à 24 ans. Il a d'accord. cassé toute l'euphorie Ah des ouais. mathématiciens de l'époque et il est devenu très connu pour ça. Ouais. Il a aussi résolu des équations d'Einstein. Et puis le G fait aussi référence à toute la philosophie du logiciel libre, avec notamment GNU. Voilà, un spécialiste ici. Donc voilà, c'était aussi un clin d'œil pour ça. GNU. Et C'est c'est quoi ça GNU is not Unix, c'était des logiciels libres que Richard Stallman a conçu comme idée pour éviter que des entreprises puissent s'approprier tous les logiciels. C'est GNU is not Unix, le système d'exploitation moderne de l'époque. Ah ouais. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire sur Internet en June, mais bien sûr, il y a aussi en vrai. Il y a des Gmarché, on a un immense à côté là-bas, vous allez sûrement... vous ne pouvez pas avoir loupé ça, c'est pas possible.
Donc là, c'est n'importe qui vient vendre ce qu'il veut en June, il n'y a pas de code. Hein. Moi, si je veux, je peux dire, bah, allez, chez moi, dans une semaine, j'ai marché, donc je vais juste mettre des messages sur le forum Monnaie Libre, qu'on va aller voir aussi un petit peu vite fait. Ou alors sur Telegram, voilà, je communique juste à la communauté, j'ai marché chez moi de telle heure à telle heure, apportez vos stands et c'est parti. Et les gens viennent et voilà, ça se passe aussi simplement que ça. Il y a des jeux apéro aussi, donc c'est comme un jeu marché, sauf que l'objectif n'est pas de ramener des stands, c'est juste pour passer un moment entre junistes, discuter, créer du lien, renforcer la communauté, parce on va voir que pour maintenir la June en sécurité, il y a une confiance qui est nécessaire entre la communauté. Donc ça passe par des moments conviviaux, comme ça, autour d'un verre, chose à grignoter. Il y a aussi le Geconomicus, qui est un jeu que vous pouvez expérimenter ici. Il y a encore un créneau maintenant, parce qu'il y en a eu un en même temps que cette conférence. Demain matin, il y en a un autre. C'est une sorte de jeu de rôle qui permet de simuler une société qui fait des échanges avec différentes règles monétaires. Qui permet de sentir comment on se sent avec une monnaie puis l'autre. On teste d'abord l'euro, puis après la June, et on voit. Mais du coup, est-ce que la corbeille, elle peut rentrer dans ce système-là? Ah oui, complètement, ouais. Je le rajouterai d'ailleurs. Bonne remarque. Ensuite, il y a aussi le développement informatique, une compétence très recherchée en June parce que aujourd'hui, c'est la seule manière qui existe pour permettre que le calcul du DU soit fait de manière fiable. C'est trop compliqué à gérer sans ça. Et donc, ce sont des développeurs qui écrivent toutes ces lignes de code et ils ne sont pas assez nombreux, quoi. Enfin, ils y arrivent, mais ils ont un boulot de dingue. Donc, voilà, c'est un petit message que je fais passer, quoi. Si vous avez des développeurs autour de vous, il y a du taf dans la June. La diffusion également qui est importante, donc c'est ce que je fais en proposant le fait d'en parler comme ça, informer la connaissance. Oui. Si tu veux transformer ta diapo, je t'encourage. Nous, notre expérience locale, on est vraiment sur un grave déficit de professionnels de santé, déserts médicaux, etc. Et depuis les suspendus, en fait, beaucoup sont rentrés dans la June. Ouais. Et ce qui fait que maintenant, nous, on a la chance d'avoir une majorité de professionnels de santé localement. Ah ouais, Et alors, pour le coup, et même une problématique de santé qu'on n'avait pas de solution, nous a permis de faire rentrer un médecin dans la boucle. Ah, c'est bon ça. Ouais. Et donc, du coup, et là, il faut penser à valoriser ça, même sur d'autres régions, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres régions. Et ça a été beaucoup critiqué sur les forums, qu'il y a plein de gens qui font du soin et tout ça, ils n'ont pas forcément les compétences, mais on s'en fout. Bref, c'est des gens qui font du soin, quoi. Ouais. Après, ils ne sont pas tous médecins, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de soins. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est qui facilement touche ça, imputable dans la June. Ouais, complètement. Ça, c'est important. Ouais. Sur Page June, on verra. De toute façon, il y a plein de gens qui proposent des soins, ça c'est clair. Ouais. Puis ensuite, on peut aussi faire tourner la blockchain. Donc voilà, un exemple d'ordi Raspberry Pi. Il suffit de mettre le serveur d'unitaire là-dessus, le brancher, une prise, ça tourne et voilà, on participe comme ça à la sécurité de la June. Hein? On peut avoir ça où? Le Raspberry sur AliExpress. Ouais, par exemple. Et puis ensuite, il y a aussi... Mais quelqu'un qui fait ça, c'est forcément quelqu'un qui a des compétences. En informatique, où il y a quelqu'un qui l'installe une fois chez moi dans mon grenier, puis après, j'ai plus à m'en occuper. Oui, ça peut être ça, oui. Ça peut être ça? Ouais, c'est bien d'avoir des connaissances, mais on n'est pas obligé d'avoir un bac plus 5 en informatique pour avoir ça. Pas du tout. D'accord. Et il y a aussi le forum, je vous montre juste un petit peu, sans rentrer dans le détail, mais ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment la plateforme sur laquelle va se passer il y a plein de questions posées, des propositions, ça échange bien dedans, quoi, sous forme d'écrit, et c'est très très dynamique, quoi. Moi j'invite vraiment, si on a la moindre question sur la June, là-dessus il y a toutes les réponses, quoi, à peu près. Ça fonctionne par région, voilà, il y a plein de catégories différentes. Il y a aussi où est-ce que je peux trouver le calendrier déjà là-dessus? Bon là je ne l'ai pas maintenant, mais il y a un calendrier des événements aussi qu'on peut voir pour voir si dans sa région il y a quelque chose. Sur monnaie.fr. Sur monnaie.fr. Ouais, il est direct. Ok, bon bah vous regarderez, de toute façon c'est dans les ressources monnaie.fr. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec la June aujourd'hui. Cette liste est non exhaustive bien sûr.
Voilà, donc j'en viens à cette fameuse certification. On a survolé le terme tout à l'heure. La certification, c'est ce qui permet à la fois de devenir membre co-créateur de monnaie libre et en même temps de sécuriser la June à travers un grand maillage de confiance, puisque la certification, c'est comme un acte de reconnaissance, c'est comme une signature voilà, qui permet de devenir membre, donc de devenir créateur de monnaie. Pour devenir membre, j'ai besoin de recevoir 5 certifications. Donc j'ai besoin que 5 personnes qui sont déjà membres dans la communauté reconnaissent que je suis un être humain vivant et que je n'ai pas déjà un autre compte qui crée de la June. Voilà, c'est les deux seules conditions. Après, c'est une affaire de confiance. Donc là, c'est un peu personnel à chacun. Il y a quand même des prérogatives assez évidentes, quoi. Il s'agit d'avoir plusieurs moyens de contacter la personne. Idéalement, quand il y a d'autres personnes qui la connaissent, moi j'aime bien me dire, est-ce que si la personne est dans une foule, est-ce que j'arriverai à la reconnaître physiquement? Voilà. Je sais que si j'ai 3-4 checks comme ça validés, c'est que j'ai l'impression qu'on peut se faire confiance. On s'est vu plusieurs fois. Voilà. Et j'ai mis également pour le rester, puisque une certification n'est pas illimitée, elle a une durée de vie de 2 ans. Ça permet de suivre un peu la dynamique des relations entre êtres humains. Par exemple, voilà, si je vis à Nice, hein, c'est rien par exemple, et que j'ai un écosystème de relations en June par là-bas et que ça marche bien, si je déménage à Lille après, bah, y a plein de gens à Nice que je ne vais plus revoir. Donc au bout de 2 ans, ça ne sert à plus à rien de se dire on se certifie encore alors qu'on ne se voit plus et tout, mais on n'est peut-être même plus en lien. Alors qu'à Lille, il y en a sans doute d'autres. Donc autant faire plutôt du local, c'est beaucoup plus simple pour se rencontrer et créer le lien. Donc au bout d'un moment, bah, ces certifs de Nice vont disparaître. C'est-à-dire qu'elles vont simplement... ça va disparaître, mais ça n'implique rien, quoi. Si une certification disparaît, mais que je suis toujours en lien avec la personne, je peux toujours lui dire au fait, la certificat a disparu, ça te dit on s'en certifie, oui, pas de problème, tac. Et il faut juste appuyer sur un bouton. Et voilà. Mais ta certification, elle va jusqu'au bout à l'échéance des 2 ans, ou si jamais au cours de 1 an, la personne elle décide de sortir du système, ta certification elle tombe en même temps que la personne sort du système? Non, c'est 2 ans forcément. Non, c'est 2 ans. Okay. Ouais, même si je me brouille avec la personne. Elle ne tombe pas si la personne sort du système. Elle reste. La deuxième année, si elle est plus du tout active et qu'elle sort du système, ta certification elle est toujours active, elle, jusqu'à l'échéance des 2 ans. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, même si la personne ne re-signe pas son adhésion, l'adhésion c'est un simple bouton à cliquer 1 fois par an pour montrer au logiciel qu'on est toujours vivant. Donc aujourd'hui, on est le 12 ouais. 2025, je signe avec une personne, elle est valable jusqu'au 12 2027, mais si au 12 2026 la personne dit stop, j'arrête tout, toute merde, ça ne m'intéresse plus, je sors du système, ma certification elle court encore jusqu'au 12 2027. Oui. Après, si la personne révoque son compte, donc c'est sortir du système radicalement, c'est oui. révoquer son compte, c'est-à-dire que le compte sera un simple portefeuille qui ne créera plus jamais de monnaie. Oui. Dans ce cas-là, la certification, certifier un compte qui est révoqué, ça ne sert plus à rien. Elle tombe pas. Elle restera. Elle va tomber à l'échéance des 2 ans. Oui. Si le compte est révoqué, est-ce que ça lui donne la possibilité? Mettons qu'il a certifié 99 personnes. Il ne lui en reste plus qu'une sous le coude. Quelqu'un, sur les 99 certifiés, il y en a un qui révoque son compte. Est-ce qu'il a encore moyen de certifier 2 personnes et non plus une seule? Non, parce que moi, sur mon compte, par exemple, il y a des gens que j'ai certifiés et qui aujourd'hui, il y a marqué non membre, mais la certif est toujours là. Oui, mais non membre, c'est pas compte révoqué, c'est différent. Puisqu'en fait, non membre, il peut être non membre juste parce que ça fait 3 mois qu'il n'est pas allé, juste cliquer sur renouveler mon adhésion. Alors que compte révoqué, j'ai eu le cas, la personne, elle a perdu ses clés et tout ça, par contre, elle a trouvé le moyen de révoquer son compte. Et du coup, pour redémarrer à zéro en recréant un nouveau compte. Bon, enfin bref, c'est pas... Si les développeurs qui pourront plus préciser, sinon elle est réactive. Ouais, c'est assez spécifique. Adhérer en fait. Bah alors, l'adhésion, ça n'implique rien du tout, c'est un simple bouton à cliquer 1 fois par an sur son compte. C'est vraiment pour montrer au logiciel qu'on est toujours là. Je ne sais même pas si Il vaut mieux que tu le fasses, sinon le processus de monnaie s'arrête. Mais non, parce que moi je ne fonctionne pas qu'un ordinateur, je suis que mon PC, sur mon téléphone. Et je suis variée entre la France et le Sénégal depuis 4 ans.
Et c'est pour ça que je suis venue me revoir, parce que ça fait 4 ans que je ne suis pas dans la lune active comme je peux l'être. Du fait, ça me fait du bien parce que au Sénégal, du coup, ça se réactive. Moi, ça me permet du coup de commercialiser aussi en june maintenant. Trop bien. Donc voilà pourquoi je suis venue reprendre les infos pour pouvoir D'accord. écrire les portefeuilles ou peut-être aller Ginkgo plutôt avant. De toute façon, Oui. ce qu'il y a des chances qui se passent avant de se dire je vais au créateur, tu vois. Ouais. Mais on en reparlera, ouais, ça Tu m'intéresse. veux bien. Il est 54, je vais vraiment essayer de surveiller la suite. On va essayer. Non, pas de soucis, c'est cool de poser des questions si j'aime bien. On va essayer de pas. Voilà, je vais essayer d'aller au bout assez vite pour que Fréco prenne la relève sans retard avec le gestorial. Il y a juste quelques règles de sécurité nécessaires et importantes pour les certifications. Comme on disait, je ne peux pas en émettre 100, enfin plus de 100. C'est comme si j'avais un coffre de 100 certifs potentiels. Sur toute ta vie? Non, à l'instant T. Si je certifie quelqu'un aujourd'hui, bah, je vais en avoir une active et 99 restantes. Si je certifie deuxième, ça va être 2 actives et 98 restantes. Mais au bout de 2 ans, quand j'en ai une qui va s'enlever, bah, je vais en avoir à nouveau 99 et une active. Et à partir de là, ça bouge tout le temps, quoi. Elles partent et puis elles reviennent. Et puis il y a une deuxième règle, c'est que je ne peux pas certifier, enfin si je certifie quelqu'un maintenant, je ne pourrais pas certifier quelqu'un d'autre avant dans 5 jours. Ces deux choses-là permettent que je ne peux pas avoir un hacker qui crée 10 000 faux comptes et qui certifie tous d'un coup et ça ne peut pas exister avec ça. Enfin ça peut, mais ce serait tellement long que l'impact serait minime et on peut s'en rendre compte aussi en tant que communauté. Et donc le maillage dont on a parlé, avec l'exemple de celui qui déménage là, ça fait un peu, on a pensé un peu l'image d'une toile et effectivement tout ce maillage porte un nom officiel dans la communauté qui s'appelle la toile de confiance de la monnaie libre. Donc ça ressemble, on peut l'imaginer comme ça avec les différentes personnes qui créent la monnaie, plus les liens entre eux, les certifications. Et en pratique, elle est plutôt comme ça. Donc chaque point représente quelqu'un, et si je clique sur un point, je vois des liens noirs qui vont apparaître, qui vont relier d'autres points. Hein ? Il y a du monde à Toulouse. Ouais, c'est un peu là où c'est le plus développé. Donc voilà, une fois que j'ai créé les comptes et tout ça, une fois que j'ai rencontré 5 membres à travers des Gmarche et des Gapéro, voilà, à partir du moment où on a envie d'y aller, je pense que c'est relativement facile aujourd'hui d'aller dans des rencontres de junistes. On va quand même lire et comprendre la licence June. C'est un document qui est dans l'onglet général de Cesium qu'on a vu tout à l'heure avec les statistiques là. On voit la licence, on clique dessus, c'est un texte, ça ressemble à des conditions générales d'utilisation, sauf que c'est 3 pages de texte, c'est pas si compliqué. Mais voilà, c'est vraiment nécessaire. Moi, quand je certifie quelqu'un, je dis toujours « As-tu bien lu et compris la licence ?» C'est le document qui permet de savoir qu'on est raccord et qu'on parle de la même chose. C'est aussi un gage de confiance essentiel pour que tout ça tienne. Et ensuite, je transforme le compte portefeuille en compte membre. Donc, c'est juste un bouton, une fois qu'on a les 5 certifs, on clique sur transformer. Donc le compte membre, c'est comme un portefeuille, sauf qu'en plus, il y a tous les jours, je vois plus 1 DU, c'est de la monnaie qui apparaît comme ça, qui vient de nulle part. Donc j'en ai un seul par être humain, puisque je ne peux pas en avoir plusieurs, on a vu que c'était obligatoire ça. Nécessite des certifications, bien sûr. Et c'est avec ce compte-là qu'on va certifier d'autres personnes. Ça nous donne ce pouvoir-là. Donc après, voilà, certifier quelqu'un, ça implique de lui donner la responsabilité de certifier à son tour d'autres gens. Donc c'est vraiment une histoire de confiance, c'est pas des demandes d'amis Facebook les certifs, c'est vraiment important comme engagement. Ensuite on va télécharger le fichier d'invocation, donc c'est un autre fichier disponible sur le compte, c'est comme une clé qui permet, si mon compte a un souci, si mon compte se fait pirater ou d'autres un peu cas de figure comme ça, je peux rentrer ce fichier dans mon compte et ça va stopper instantanément le processus de création monétaire. Ça va redevenir un portefeuille qui ne pourra plus jamais devenir compte membre. Donc c'est une sécurité de plus. Et après j'ai mis en dernière étape se faire certifier. C'est bien de rencontrer les 5 avant de se faire certifier parce que y a un mécanisme un peu lourd sur Cesium, mais qui est ce qu'il est, que si quelqu'un me certifie, si une première personne me certifie, ça va enclencher un compte à rebours de 2 mois dans lequel je dois en trouver 4 autres, sinon ça va annuler la demande du premier. Donc en fait, il vaut mieux
trouver les 5 à son rythme en prenant le temps. Dire voilà, est-ce que tu voudras me certifier? Oui, d'accord, j'accepte, on se fait confiance. Ok, donc attends que j'ai les 4 autres, et à ce moment-là, je reviens vers toi et je te dirai. On dit ça aux 5, et ensuite on leur communique. Et là, les 5 certifient en même temps, et on n'a pas ce problème de 2 mois. Donc voilà, c'est vraiment la dernière étape. Et à partir de là, on va créer nos premiers DU dès le lendemain. Donc voilà, je vais aller assez vite là-dessus, parce que de toute façon, on pourra en parler en dehors dans les événements, mais la June, c'est un début d'expérimentation, parce que voilà, ça fait 8 ans que c'est lancé, mais on n'est qu'au début, quoi. Il y a tellement de choses à faire encore. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est prometteur, parce que la théorie, elle est brillante, elle fonctionne, c'est très béton. Ça a marché à 59, ça fonctionne à 8000, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas à 100 000, à 1 million? On ne le sait pas, vu que c'est la seule, l'unique monnaie libre au monde, c'est la première qui a été lancée, donc on va vraiment à l'aveugle là. Mais en tout cas, c'est prometteur. Et aujourd'hui, malgré l'offre qui est de plus en plus diversifiée, imaginez au début on n'avait que des disques durs à vendre entre les informaticiens, là, c'était un peu ça. Aujourd'hui, on a un marché comme celui qu'on a là, donc on voit que ça a quand même bien grandi, mais dans la vie de tous les jours, ça reste très très difficile de vivre qu'en June. Il y en a un ici qui n'a plus de compte en euros, il s'appelle Fred, vous pourrez le voir. Fred le Grand qui a les cheveux longs? Non, un autre Fred. Ok. Mais donc voilà, pour la plupart d'entre nous, aujourd'hui, c'est encore un acte militant de s'investir dans la June parce que on est un peu les pionniers, quoi. Moi, j'aime bien penser, prendre la métaphore des cathédrales. Les cathédrales, l'architecte, c'est nécessaire qu'il conçoive des plans et qu'il imagine tout ça sans que ce soit là, mais s'il ne faisait pas ce boulot-là, personne ne verrait la cathédrale un jour, et lui, il savait qu'il ne la verrait jamais construite de son vivant, parce que ça prenait des centaines d'années. La June, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, nous tous, moi y compris, je ne suis pas sûr de voir la monnaie libre à grande échelle de mon vivant. Mais par contre, si on ne fait pas ce qu'on fait là aujourd'hui, ça n'aura jamais lieu. Donc ça nous relie à quelque chose d'un peu plus grand aussi. J'aime bien cette dimension-là. Réapprendre la notion de valeur. Ouais, ça c'est relatif au fait que la June est entièrement décorrélée de l'euro. Ça aussi, c'est absolument essentiel. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de taux officiel et il n'y en aura jamais. En tout cas, si les gens vous disent ouais, une June ça vaut 10 euros, ça vaut une June ou des machins comme ça c'est pas vrai. Il n'y a pas de taux officiel. On peut toujours vendre des euros contre des Junes, hein, mais c'est une marchandise comme une autre. Et donc ça nous permet qu'il n'y ait pas de corrélation et que un ordinateur, peut-être que la valeur que ça va avoir en June n'est pas forcément proportionnelle à ce qu'elle vaut en euros. De la même manière que si un jour on a des présentateurs télé ou des footballeurs qui sont payés en June, ils ne sont peut-être pas payés autant que ce qu'ils sont en euros. De même pour des enseignants, des infirmiers, des métiers un peu plus nécessaires, à mon sens. Et la seule corrélation que le June a, c'est avec le DU alors? Ah oui, mais ça c'est interne au système, quoi. C'est pas une autre monnaie. Elle a une corrélation avec 0 autre monnaie. La June est entièrement parallèle. Et donc en ça, avec la June, chacun fixe sa valeur en fait. Oui, complètement. Chacun est libre de dire ça c'est à tel prix, ça c'est à tel prix. Après, c'est les lois du marché qui vont faire que ça va se vendre ou pas. Mais on peut créer d'autres lois sur le long terme que celles qui sont existantes en euros. On n'est pas à la merci des conjonctures en euros, c'est vraiment parallèle. Ça pour moi c'est énorme quand même. Et le plus important là-dedans, au-delà de tout ce qu'on apprend au niveau économique, tout ça, pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée de cette monnaie, c'est tout le réseau humain que ça tisse, parce que c'est exceptionnel. Toutes les rencontres moi, que j'ai pu faire, je me suis fait plein d'amis, et j'ai même rencontré ma compagne grâce à la June, ici même d'ailleurs. Et voilà, moi j'ai rencontré beaucoup de gens assez extraordinaires, parce que tous les gens qui sont là, c'est des gens qui sont capables de remettre en question le système par défaut dans lequel on vit, qui semble tout puissant, de voir qu'il y a autre chose et de l'acter, quoi, de vivre concrètement. Et ça pour moi c'est vraiment la valeur que je trouve la plus forte dans la June et celle avec laquelle j'ai envie d'avancer. Pour terminer, je vais juste vous partager vraiment très très vite les ressources. Donc, les principales utilisations, donc Cesium, Géchange, Airbnb June, tout ce qu'on a vu, Juneted aussi qui est comme Vinted mais en June. Le Gegonomicus, pour les gens que ça intéresse d'aller un peu plus loin. D'ailleurs, je vais le mettre à jour pour aller vers le site de Nicolas qui a créé sa propre version du jeu qui est simplifiée. Econolibre, qui est une association dont vous allez voir une présentation juste après, ou alors demain après-midi, je ne sais plus, c'est sur le programme, vous verrez, qui favorise le développement économique de la monnaie libre. Donc, il propose des solutions, il essaie de vraiment travailler là-dessus, comment rendre concret la June.
Ils font des vidéos tous les samedis, ils ont une chaîne YouTube, voilà, c'est plein de contenu intéressant. Il y a des réseaux sociaux entre guillemets, donc le forum évidemment, forum d'unitaire qui est beaucoup plus technique pour les informaticiens, et tous les groupes locaux qui sont majoritairement sur Telegram ou sur d'autres réseaux, je sais qu'il y en a sur Signal ou sur d'autres trucs. Sur la monnaie libre en général, une vidéo qui résume tout ce que je viens de dire en 15 minutes, que je vous ai mise là. Le site monnailibre.fr dont on a parlé tout à l'heure, le site de l'unitaire, InfoJune aussi qui résume un peu toutes les plateformes possibles, enfin tous les sites sur lesquels on trouve de la June. WolfWizard qui montre des statistiques, et un livre également qui explique de manière très simple les grands principes de la June, de manière vraiment démocratisée. Non, j'ai plus le mot. Vulgarisée, mais moi j'aime pas ce terme. Ouais. Il est toujours actif là, parce que pendant plein de temps il a pas marché. WolfWizard ? Je sais pas, ça fait un moment que je ne suis pas allé. Oui, non, il ne sera pas remis en service, puisque en fait, ils attendent la V2. Ah, Il y a trop de travail, alors que c'est un outil formidable. Ouais, carrément. Puis ensuite, un livre sur la monnaie dette, donc par le même auteur. Donc c'est des livres d'une 60aine de pages, ça fait ça de... C'est vraiment des petits livres, quoi, mais qui se lisent vraiment facilement pour comprendre de manière assez évidente tout ça. Ça m'a bien aidé. Des vidéos YouTube, c'est des conférences, sauf celle de 2h30 qui contient tout un contenu pédagogique extrêmement clair, là aussi, avec plein de petites animations. Je encourage vivement à voir ça pour mieux comprendre notre système actuel. Et le film La monnaie miraculeuse, qui reprend une expérience qui s'est passée en Autriche dans les années 30, où un bourgmestre de village avait inventé une monnaie qui est un peu une monnaie locale, mais qui était complètement décorrélée, qui fait penser à la June, quoi, mais dans un autre temps. Et puis enfin, l'ATRM disponible ici, des liens vers tout ce qui concerne la toile de confiance, différentes manières de la représenter, avec les points sur la géographie ou d'autres façons. Et 3 petites vidéos pour comprendre la blockchain en 15 minutes. Voilà, moi ça m'a suffi perso. Alors que je connaissais rien, je comprenais rien. Donc voilà pour moi. Bon, les questions-réponses ça va être plus tard, parce que là il est l'heure un peu passée déjà. Merci Lucas. Merci à vous. Merci, Nicolas.